Du coup, c'est chouette, tu as fait toute mon introduction. Je vais pouvoir passer tous mes slides en un. Donc, moi, je m'appelle Cyril, je suis consultant chez Devoteam et je vous présente un Rex qui a été fait avec Strawberry. Euh, s- j'ai fait mon intro trop bien. Strawberry, comme vous le connaissez sûrement pas, c'est la plus grande chaîne hôtelière dans les pays scandinaves. Ils ont environ 250 hôtels, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, ils ont un assez gros problème, c'est que parmi cette myriade d'hôtels qu'ils possèdent, ils ont un écosystème technologique assez complexe où chaque hôtel généralement va venir avec sa propre couche technologique. Et comment fonctionne un hôtel généralement, ou une chaîne d'hôtels généralement, c'est que quand ils vont faire l'acquisition d'un nouvel hôtel, ils vont devoir adopter ces nouvelles technologies qui vont soit forcer, soit adopter cette nouvelle technologie et l'intégrer avec leur tech stack actuel. Ce qui rend l'écosystème suffisamment complexe que pour être un gigantesque problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que quand on est dans le milieu hôtelier, on a le problème que la majorité des employés sont directement travaillent dans un hôtel et malheureusement cette masse salariale généralement change assez régulièrement. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de Scout the Robot, qui est l'agent AI de Strawberry, qui permet justement aux employés de poser n'importe quelle question et d'avoir la réponse instantanément. Évidemment, je ne ferai pas une présentation agentique si c'était seulement répondre à des questions, sinon vous vous ennuierez un petit peu, parce que je pense que n'importe qui dans la salle a déjà fait un RAG. Juste pour avoir une idée, qui a déjà implémenté un agent aujourd'hui dans la salle? À main levée? Moins que ce que je pensais. Qui a déjà utilisé un large language model pour prendre un... Ok, c'est moins que ce que je pensais. Top. J'irai un peu moins technique dans ma présentation du coup. Euh, Scout aujourd'hui est intégré à plus de 20 systèmes différents chez Strawberry. Et du coup, on est directement intégré avec leurs API, ce qui permet à certains employés de faire de Scout leur workflow actuel en fait. Par exemple, les équipes de sales de Strawberry ont accès directement à Salesforce au travers de Scout pour pouvoir lui poser des questions comme combien est-ce que j'ai vendu sur les 6 derniers mois. Ça paraît bête, mais ce sont des questions qu'ils ont journalièrement et que avoir l'information dans ces différents systèmes ou combiner l'information de différents systèmes peut prendre un peu de temps. Et donc, on permet à tous ces employés de sauver beaucoup de temps. On a d'autres intégrations, j'en ai mis quelques-unes pour vous donner l'illustration. On a une intégration avec Google People API qui permet justement de trouver quel collègue est la bonne personne pour contacter pour un certain problème. Ça paraît bête, mais quand on a 20 000 employés, c'est assez difficile de trouver la bonne personne au bon endroit pour poser la bonne question. On a une intégration avec Gmail pour les aider à écrire des emails, à faire des drafts ou à avoir de la bonne documentation. Une intégration avec Google Drive et la suite Google Workspace. Jusque-là, je ne vous surprends pas. Et d'autres outils qui sont intégrés pour vraiment rendre leur vie plus facile. Je vais prendre un pas de recul parce que je pense que c'est assez important pour tout le monde ici dans l'audience d'un peu voir le processus. On n'a pas du tout commencé avec 20 intégrations à la fois, je vous rassure, sinon ça aurait été un petit peu compliqué. On a commencé avec un problème majoritaire. Ce problème majoritaire, c'est que c'est un screenshot véridique. J'avais 999 notifications dans ma boîte Google, ce qui est complètement impossible. Le gros problème chez Strawberry, c'est que dès qu'un employé a un problème, il va poser une question sur ce Google Chat partagé qui s'appelle Ask a Colleague, qui, comme le nom le suggère, ça permet de poser une question à un collègue, et ça va être disponible à littéralement tous les 20 000 employés de Strawberry. Et en une journée, ben, j'ai pris ce screenshot pour une raison, il pouvait y avoir plus de 1000 messages en une journée, ce qui fait perdre un temps gigantesque aux 20 000 employés de Strawberry. Notre problème principal au tout début, c'était en décembre 2023, c'était de réduire ce nombre à zéro ou quasi zéro pour justement permettre à n'importe quel employé ben, de gagner du temps en ayant accès à l'information directement, ce qui paraît assez logique. Comment est-ce qu'on a fait ça? Ben, on a commencé de manière très modeste, ou en tout cas plus modeste que l'image que je vous ai présentée juste avant avec les 20 intégrations. On a commencé avec un bête MVP sur Dialogflow CX et Google Sites. Donc Google Sites, c'est là où Strawberry a la majorité de leurs informations stockées aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Google Sites, c'est un peu comme un WordPress. Vous pouvez modifier directement dans l'interface le contenu qui y est.
Et Dialogflow CX, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est quelque chose qui vous permet de créer un RAG, donc un chatbot qui va récupérer de l'information en littéralement 3 clics. Ce n'est pas nécessairement la solution qui a la meilleure performance, mais ça vous permet de get started très rapidement. Du coup, c'est littéralement ce qu'on a fait en l'histoire d'1 ou 2 semaines, le temps de récupérer la bonne information des Google Sites, configurer Dialogflow CX, mettre les policies de sécurité de qui a accès à quoi, comme présenté la présentation d'avant. Et déjà, rien qu'avec ça, on avait déjà beaucoup réduit la partie de questions sur chat. Et donc, un des conseils que je peux vous donner, ne vous concentrez pas tout de suite sur avoir 20 intégrations différentes, c'est une mauvaise idée. Commencez par quelque chose qui vous réduit un problème que vous avez en général dans votre entreprise. Pour Strawberry, c'était assez simple, on avait ce channel que tout le monde utilisait et voyait que c'était un gros problème, et du coup, on a commencé par ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé sur ce problème, on a commencé à grandir assez rapidement en base d'utilisateurs. On est passé de littéralement 0, on n'avait rien, à facilement 5000 utilisateurs après quelques semaines. Le problème d'avoir 5000 utilisateurs, c'est qu'on commence à se poser plusieurs questions. Ces questions qui sont comme n'importe quelle entreprise de grand groupe pourrait se poser, ou en tout cas de la taille de Strawberry, c'est assez direct de se poser ce genre de questions. Comment est-ce qu'on s'assure de la compliance avec GDPR ou avec le AI Act? Comment est-ce qu'on garde nos coûts manageable, sous contrôle? Comment est-ce qu'on gère les ACL, qui a accès à quoi, etc., etc. Toutes ces questions sont complexes et prennent du temps à mettre en place, malheureusement. Et du coup, la solution et le pivot qu'on a décidé de faire après les 2 semaines d'implémentation qu'on avait fait avec Dialogflow CX, c'est qu'on a changé sur LangChain. Qui connaît LangChain dans l'audience? Beaucoup plus de monde qui utilise des large language models. Yes. LangChain, pour les quelques mains qui ne se sont pas levées, c'est le framework aujourd'hui qui est le plus utilisé dans l'industrie pour créer des applications de Generative AI. L'avantage, c'est que vous ne vous collez pas à un cloud provider spécifique, vous pouvez utiliser n'importe quel modèle et n'importe quelle technologie, et c'est open source, donc vous pouvez à tout moment switcher d'un cloud provider à un autre, ou un modèle provider à un autre, ce qui est très pratique, ça vous donne beaucoup de liberté, et avec la grosse communauté qu'il y a derrière, vous pouvez facilement implémenter votre propre application de Generative AI en vous basant sur d'autres exemples que d'autres ont créés dans la communauté. Nous, on a décidé de partir sur LangChain pour plusieurs raisons. La première raison, c'était pour la customisabilité. Faire de la customisation. J'ai raté mon mot, c'est pas grave. Et la deuxième raison, c'était tout simplement pour les coûts. Je vais aller très rapidement. Dialogflow CX, vous payez par requête qui est envoyée. Le prix est dérisoire quand vous avez pas peu d'utilisateurs. Le problème, c'est que quand vous avez beaucoup d'utilisateurs, ça commence vite à devenir cher. Déployez votre modèle custom sur LangChain, votre application custom sur LangChain, vous arrivez à un coût total à 300-600 € par mois. Pour beaucoup d'utilisateurs, à l'échelle, ça permet de scaler beaucoup plus facilement. Le problème qu'on a eu avec Strawberry, dès qu'on a commencé à implémenter LangChain, c'est qu'on a commencé à s'attaquer à l'intégration de plus en plus de systèmes. J'ai mis quelques systèmes auxquels on s'est intégré assez rapidement. C'était dans les 2 premiers mois auxquels on a commencé. Vous avez un Smalltalk, un Knowledge Base, un Google People API, un Fresh Service, un Salesforce, etc., etc. Le problème qu'on a eu, c'est qu'à la base, on avait essayé de mettre toutes ces intégrations sur un seul large language model en mode function calling. Si vous ne connaissez pas function calling, c'est ce qui permet à un large language model d'interagir avec un système externe. Et le problème qu'on a eu, c'est que quand on a trop d'intégration, le large language model ne va pas savoir quel outil utiliser à quel moment et avec quels paramètres. C'est un problème que vous allez rencontrer si jamais vous vous intégrez avec trop d'outils. Et la solution à ça, c'est de faire ce qu'on appelle un workflow en orchestrateur. Qu'est-ce qu'un workflow en orchestrateur? Vous avez un planeur. Ce planeur, c'est un large language model. Ce large language model va recevoir la question de l'utilisateur. Il va connaître tous les mini-agents qui sont derrière et savoir comment est-ce que je peux décomposer cette question en un set de problèmes plus petits qui me permettent de répondre à la demande de l'utilisateur. Et donc ce planeur, il va décider, pour résoudre cette question,
qui par exemple est crée un ticket à propos de ce problème et ajoute Evelyne en copie, il va comprendre le planeur qu'il a besoin de d'abord chercher dans la Google People API qui est Evelyne, quelle est son adresse email, et ensuite Fresh Service qui est le service de ticket interne pour créer le ticket et ajouter Evelyne en copie. C'est un exemple de workflow orchestrateur. C'est comme ça que ça se fait majoritairement. Pour être totalement transparent avec vous, au tout début, on n'a pas fait un planeur, on avait juste fait un router. Le problème qu'on a eu avec le router, pour être à nouveau encore totalement transparent, c'est que le router, il va justement pas vous permettre d'aller vers plusieurs mini-agents. Le problème, c'est qu'au tout début, on n'avait pas assez d'intégration pour pouvoir être en workflow orchestrateur, ce qui veut dire que les utilisateurs étaient dans une boucle où ils pouvaient appeler un outil puis un autre de manière naturelle. Et du coup, quand on est passé à un router qui va vers les mini-agents et qu'on ne pouvait pas faire justement la chaîne de plusieurs intégrations, nos utilisateurs ont remarqué la différence et on s'est vite pris un retour de flamme où on a dû de manière très rapidement implémenter le planeur pour combler ce manque de fonctionnalité qu'on avait avant. Donc si jamais vous êtes dans un mode où vous voulez intégrer avec plusieurs API externes et permettre à vos utilisateurs justement d'utiliser ces capacités, vous allez rapidement devoir switcher vers un workflow orchestrateur, assez important. L'avantage du workflow orchestrateur, c'est que vous pouvez avoir une modularité assez grande en fonction de comment vous l'implémentez. Et je vous conseille définitivement de l'implémenter de manière assez modulaire. C'est que ça vous permet d'activer et désactiver des mini-agents on the fly. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez peut-être une équipe finance. Cette équipe finance aurait besoin de justement l'accès aux mini-agents Salesforce. Et vous avez peut-être une équipe support qui aurait besoin de l'accès à Fresh Service, le ticketing service de Strawberry. Par contre, l'équipe finance n'a pas nécessairement besoin du ticketing, l'équipe support n'a pas nécessairement besoin de l'outil finance. Grâce à cette implémentation, planeur mini-agent, vous pouvez facilement décomposer les responsabilités, vous pouvez facilement enabler, disabler certains mini-agents. Et c'est quelque chose sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans ma présentation, en fonction de où vous exposez votre agent conversationnel, quelle est l'interface, que ce soit Google Workspace, Slack, sur un site web ou n'importe quelle interface de votre choix, vous allez pouvoir activer ou désactiver des fonctionnalités, ce qui, vous le verrez plus tard, nous sera très utile. Un des gros points que j'essaie de soutenir et qui est assez intéressant, c'est que la majorité des workflows Generative AI que vous voyez aujourd'hui peuvent être templatés. Qu'est-ce que j'entends par là? Et on le verra dans mon slide littéralement suivant. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un RAG. Aujourd'hui, un RAG, c'est toujours les mêmes steps, grosso modo. Vous avez les paramètres qui vont changer. C'est très important de paramétrer vos paramètres et de les tuner pour votre use case. Mais la majorité des workflows que vous avez sont des workflows qui existent déjà et que vous pouvez templater. Nous, la manière dont on l'a implémenté pour Strawberry, c'est qu'on a fait une classe abstraite, et cette classe abstraite, ça permet à n'importe qui de rajouter des fonctionnalités, des mini-agents de manière simple, juste en instanciant cette classe. Aujourd'hui, si vous êtes à jour de l'actualité, vous avez vu que Google a sorti il y a 4 semaines Agent Development Kit, EDK, et ça, nous, on l'avait implémenté vers mars 2024, donc c'est assez rigolo, si vous connaissez ADK, c'est à peu près la même structure qu'ils ont utilisée, donc c'est assez rigolo de voir que les esprits se rencontrent de ce côté. Assez important pour vous d'avoir votre propre abstraction, évidemment, pour pouvoir construire justement vos mini-agents et vos workflows comme vous le sentez. Pour aller sur RAG, c'est un des workflows les plus intéressants que vous allez voir. Aujourd'hui, 95%, désolé, je suis belge, je dis 95, pas 95. Donc 95% des clients et des demandes clients que j'ai aujourd'hui sont résolvables avec un RAG. RAG, si vous ne savez pas ce que c'est Retrieval Augmented Generation. Ça permet d'utiliser vos données entreprises sur un large language model, s'assurer que le large language model comprend le contexte de votre entreprise. Comment est-ce qu'on fait ça? Dès que vous avez une question utilisateur, on va utiliser cette question et chercher dans une base de données vectorielle quels sont les contenus dans votre base de données entreprise qui sont les plus similaires à la question.
On a une technologie qui s'appelle des embeddings aujourd'hui pour faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'une implémentation d'un embedding. Si vous connaissez déjà RAG, vous savez ce que c'est et vous devez sûrement sourire en vous disant qu'est-ce que c'est simple comme présentation. Et dès qu'on trouve justement les chunks les plus relevants pour une entreprise, vous pouvez les ajouter au prompt, vous ajoutez la question au prompt et ça permet au Large Language Model de savoir quelle est la question de l'utilisateur et quelles sont les données entreprises les plus relevantes pour cette question et ainsi donner une réponse qui est adaptée au contexte de votre entreprise. La manière dont on l'a implémenté pour Strawberry est un petit peu plus complète que le workflow que je viens de vous décrire. On a tout d'abord un petit flow qui va réécrire la question. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous êtes dans un flow conversationnel. Ce flow conversationnel va avoir des questions de suivi. Donc une question, puis encore une autre question, puis encore une autre question. Si vous n'avez pas quelque chose qui réécrit votre question en une question concise, pour retrouver l'information dans votre base de connaissances d'entreprise, ça va être assez compliqué. On a également une node que vous voyez filter source qui va justement nous permettre de retirer les chunks, les documents qui ne sont pas intéressants pour la question qui est posée par l'utilisateur. Et la dernière partie qui est la plus intéressante, surtout faites bien attention à ça, c'est qu'une fois que vous avez généré votre réponse, c'est important d'avoir des guardrails, vous assurer que votre Large Language Model ne vous produit pas une réponse qui a l'air sexy mais qui est complètement fausse. Et du coup, on a rajouté un petit bloc qui va chercher la grandness. Comment est-ce qu'on fait ça? On a tout simplement un Large Language Model qui va désigner quelle est la source qui a été utilisée pour produire cette réponse. Si jamais il n'arrive pas à trouver la source, c'est très probablement que c'est une hallucination. On a 2-3 systèmes un peu plus complexes qui nous permettent de rendre ça un peu plus robuste, mais grosso modo, c'est aussi simple que ça. Une des questions qui me revient le plus souvent, et c'est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a 5 ans, où on faisait du predictive AI avec nos modèles custom, j'avais énormément de directeurs qui venaient chez moi et qui me demandaient tiens, c'est quoi mon retour sur investissement, et ils s'en foutaient un petit peu de la technologie, même complètement. Ils étaient que intéressés par le retour sur investissement. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de directeurs qui me posent des questions techniques sur du generative AI et leur préoccupation principale aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour évaluer des large language models ou une application generative AI en général. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on le fait pour Strawberry. Il y a plein d'autres moyens d'évaluer vos large language models ou vos applications de generative AI, mais au moins je vous permets d'avoir une petite amplitude sur comment est-ce qu'on le fait dans un cas pratique. Il y a plusieurs points sur lesquels vous devez faire attention. Le premier, j'ai parlé du workflow d'orchestrateur. Il y a évidemment le planeur que vous devez évaluer. Il y a également tool calling, donc s'assurer que vous appelez les bons outils avec les bons paramètres. Il y a ensuite la qualité des réponses qui sont données depuis la knowledge base. Et ensuite, il y a la qualité des réponses générales. Le problème que vous avez, c'est que votre application va évoluer, vos données vont évoluer, et donc ce problème d'évaluation est assez complexe de nature. Le development workflow qu'on a pour Strawberry, il ressemble à ça. Tout simplement, on va faire une release toutes les semaines. On va de local dev UAT à prod. On a 20 000 utilisateurs en prod, c'est tous les employés de Strawberry aujourd'hui. On a une centaine de personnes qu'on a identifiées comme étant trusted testers pour UAT. Et on a une petite équipe, d'ailleurs ce slide est outdated maintenant, on est 4 personnes en dev. Et en local, on est 5 personnes maintenant qui développent en local. Un de mes conseils, surtout pour tout ce qui est generative AI, je vous conseille de ship le plus possible, le plus rapidement possible. Tout simplement parce que votre combat principal, ça va être comment est-ce que mes utilisateurs vont adopter l'application dans leur vie de tous les jours. Et l'un des tricks qu'on a eu pour Strawberry, c'est qu'au plus on faisait des releases en production, au plus on leur pushait des release notes tous les mardis, et au plus ça leur permettait justement de voir qu'il y a de l'évolution dans l'agent et d'avoir justement cette adoption utilisateur. Comment est-ce qu'on fonctionne? On va développer en local, on a nos expérimentations manuelles, on a du linting, formatting, on a nos unit tests. Jusque-là, je ne vous surprends pas. Et après, on va demander à Evelyne et Jean-Éric de tester justement une nouvelle feature sur laquelle on a travaillé. Une fois que c'est fait, ici en dev, on a des évaluations automatisées. J'expliquerai les évaluations automatisées un peu plus tard. Ils font des expériences manuelles et ils reviennent vers nous avec quelques bugs et des ajustements de tone of voice, donc comment est-ce que l'agent doit se comporter et parler, et potentiellement des requêtes pour améliorer l'agent.
Typiquement, un problème que vous allez rencontrer une fois que vous avez une vingtaine d'intégrations, c'est que les possibilités de combinaison de questions qui peuvent impacter plusieurs intégrations à la fois sont exponentielles. Et donc, si je rajoute une nouvelle intégration, je peux poser une question qui va mixer cette information avec Salesforce, avec Fresh Service ou avec ma knowledge base. Et du coup, c'est intrinsèquement plus compliqué au plus j'ai d'intégration de développer une nouvelle intégration parce que ça sera très difficile pour mon équipe d'ingénieurs de deviner en avance quels sont tous les cas d'usage sur lesquels vont être utilisés l'agent. Une fois que dev est satisfait, on passe à UAT. Encore une fois, on a des évaluations automatisées. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. On a des expériences manuelles. On a nos pre-release notes. Ça, c'est ce qu'on fait sur le jeudi. Et ensuite, on a de UAT à prod, ça c'est le mardi, et comme vous pouvez voir, je suis ici mardi, donc ils font le déploiement en prod sans moi, ce pourquoi je suis un peu inquiet, mais ça va bien se passer. En prod, on a des évaluations automatisées, encore une fois, on a évidemment tous nos utilisateurs qui testent, on a quelques mécanismes en plus sur lesquels je viendrai et j'éraflerai malheureusement uniquement la surface aujourd'hui. On a des commandes de feedback qui permettent à n'importe quel utilisateur de faire /feedback et donner un feedback. Ça va nous permettre d'avoir les 3 derniers messages plus le feedback de l'utilisateur. C'est assez chouette pour collecter du feedback. On a un système qui s'appelle Topic Analysis. On a un Large Language Model qui va analyser tous les messages d'entrée, les classifier et nous permettre justement de faire le lien entre les messages qui sont envoyés, les sujets qui sont discutés, les sous-sujets qui sont discutés et les sources qui ont été utilisées. Malheureusement, c'est une des parties que je n'ai pas le droit de développer parce que Strawberry a voulu garder ça assez en interne. Mais si vous êtes un petit peu malin, je vous conseille très fortement de réfléchir à ce problème de lier les messages aux sujets, aux sources, parce que ça vous permet d'identifier justement quelles sont mes sources les plus utilisées, quels sont mes messages qui sont potentiellement des hallucinations en fonction des liens avec les sources, et ça vous permet de développer quelles sont les sources qui manquent certaines informations. Donc ça c'est un sujet à approfondir, si jamais vous avez du temps à réfléchir. Topic Analysis, très intéressant. Et ensuite, évidemment, comme n'importe quel flow conversationnel, récupérer les emojis, ça permet d'avoir une idée générale de si vos utilisateurs sont contents ou pas contents. Une fois que c'est fait, on a rétrospectivé planning, assez facile, on retourne en local et on refait une boucle, je ne vous surprends pas. En général, on a 2 types d'évaluations. Ces 2 types d'évaluation, on a de l'évaluation froide et on a de l'évaluation chaude. Cette évaluation froide et chaude ont différents avantages et inconvénients. En général, je vais conseiller tous mes clients d'aller vers de l'évaluation froide. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup mieux d'avoir trop d'évaluation froide et d'être sûr avant de déployer un modèle que votre modèle en effet est bien. Une évaluation chaude, au contraire de l'évaluation froide, c'est une évaluation où vous allez littéralement lancer votre application Generative AI à vos utilisateurs et récupérer le feu de vos utilisateurs s'ils ne sont pas contents. Avantage de l'évaluation froide, c'est que si vous avez une bonne évaluation, bien évidemment, c'est un bon signe. Généralement, c'est un bon signe que vous pouvez déployer en prod. Si vous avez une mauvaise évaluation, ben, ce n'est pas si grave vu que ça n'a atteint aucun utilisateur. Et donc, ben, ça va, vous avez juste à itérer un peu plus. Évaluation chaude. Avoir une mauvaise évaluation, ben, c'est problématique. Vous allez perdre des utilisateurs, perdre de l'adoption. Par contre, une bonne évaluation, là c'est vraiment chouette parce que ça va vous créer cette dynamique. Exemple d'évaluation froide et d'évaluation chaude. L'évaluation froide, par exemple, ce sont les unit tests que nous avons sur notre codebase. On a le planner et le tool calling qui sont aussi évalués. J'expliquerai très rapidement comment on les évalue. Side-by-side comparison, c'est quelque chose sur lequel je vais approfondir juste après. Et topic analysis, c'est aussi du call evaluation. Niveau hot evaluation, par contre, ça sera toutes les métriques qu'on peut collecter de nos utilisateurs directement, comme le nombre d'emojis qui nous en renvoient, les feedback comments qui nous envoient, etc. etc. Unit et integration test, dans une audience technique, je ne pense pas que je dois trop expliquer. C'est assez important pour vous de garder une codebase assez clean et de vous assurer que certaines parties de votre code sont testées. Particulièrement en unit et integration test, je vous conseille de tester toutes vos intégrations à vos systèmes externes.
d'autant plus que ça arrive assez régulièrement que vos intégrations vont changer leur format d'API, ce qui va vous amener énormément de fun au plus vous avez des releases et des intégrations. Planner et tool calling, c'est assez simple comme évaluation. Si vous avez fait du predictive AI dans le passé, ça devrait être assez direct. Vous avez des évaluations scénarios, vous avez des evaluation results. Vous allez demander au planner, tiens, prédis-moi justement quels sont les mini-agents que tu vas utiliser pour cette question. Tu fais la comparaison des deux, c'est un problème de classification. S'il arrive à bien classifier, tu lui donnes une reward. S'il arrive mal à faire sa classification, tu lui donnes une punition. C'est un problème de classification classique. Jusque-là, normalement, c'est pas très compliqué. Exactement pareil pour tout ce qui est tool calling. La petite difficulté du tool calling, c'est que vous avez des paramètres à remplir. Donc pour les paramètres à remplir, vous allez galérer un petit peu plus à faire votre fonction d'évaluation. Mais pour n'importe qui d'ingénieur, normalement, ça devrait pas trop vous poser de problème. La partie sur laquelle je veux passer un peu plus de temps, c'est ce qu'on appelle side-by-side comparison. Qu'est-ce que side-by-side comparison? C'est le moyen aujourd'hui le plus reconnu pour évaluer la performance de votre RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Ça vous permet de savoir à quel point votre Large Language Model ou votre application générative est douée à répondre à des questions sur votre connaissance d'entreprise. Quelle est la question principale que j'essaie de résoudre? C'est comment est-ce que mes utilisateurs vont réagir à cette nouvelle version? Le problème étant que au tout début de Scout, pour tout vous dire, on n'avait pas side-by-side comparison, et du coup la majorité de nos tests étaient des tests manuels où on faisait une série de questions et on demandait à Evelyne et Générique, qui sont nos stakeholders principaux, de tester Scout sur ces différentes questions ou d'autres questions qu'ils avaient en fonction des nouvelles intégrations qu'on ajoutait. Et du coup, une de nos peurs les plus grandes, et j'en faisais des cauchemars la nuit pour tout vous dire, c'est d'avoir des utilisateurs qui nous disent que Scout était mieux avant la dernière update. Et malheureusement, c'est arrivé plusieurs fois. Et c'est pas le genre de feedback que vous voulez recevoir d'utilisateurs. Et le mot important dans toute cette phrase, c'est que vous ne voulez pas recevoir ce feedback d'utilisateur. C'est ça toute l'idée de side-by-side comparison. L'idée de side-by-side comparison, c'est qu'au lieu d'utiliser un utilisateur pour évaluer vos deux versions et dire quelle est la meilleure, vous allez demander à Gemini ou n'importe quel large language model, tiens, quelle est la meilleure version entre les deux? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple. On a une liste de questions, on a une liste de réponses pour toutes ces questions, et on va demander à la V3 de notre application et à la V4 de notre application, tiens, génère-moi les réponses pour ces questions. Une fois qu'on a les réponses de la version 3 et de la version 4 et qu'on connaît quelle est la vraie réponse à cette question, on peut justement demander à, encore une fois, un large language model, tiens, quelle est la réponse que tu préfères entre V3 et V4, sachant que la réponse réelle est celle-ci. Grâce à ça, side-by-side comparison, ça vous permet de récupérer 4 métriques, la completeness, la grandness, la relevancy et la comprehensiveness. Je ne vais pas vous faire l'honneur de les traduire, mais ça vous permet de savoir à quel point votre large language model va bien performer sur ces questions. Le problème que vous allez avoir, et vous vous êtes sûrement posé la question, c'est comment est-ce que je fais pour avoir mon evaluation set? Comment est-ce que je fais pour avoir toutes mes questions et toutes les réponses sur lesquelles je vais évaluer mon application de Generative AI? Et encore une fois, je vais être un petit peu dystopique et vous donner la réponse en but en blanc. Le problème d'utiliser du real-world data, donc des données de vos utilisateurs réels, c'est que ça peut contenir potentiellement des données personnelles, chose que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas en fonction des régulations dans lesquelles vous vous trouvez. Et c'est aussi compliqué d'avoir la vraie réponse à ces données réelles, à moins que vous le fassiez manuellement, ce qui évidemment vous prendrait énormément de temps. Deuxième possibilité, vous pouvez utiliser des manual scenarios. Donc vous générez vous-même un scénario de questions et de réponses. Encore une fois, ça vous prend un temps de dingue et vous n'arriverez jamais à couvrir tous les cas. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, aujourd'hui, on peut générer des questions et des réponses de manière automatique. Donc exactement comme side-by-side comparison, au lieu d'utiliser des utilisateurs, on utilise des large language models pour nous faciliter la vie. Aujourd'hui, il y a un framework qui s'appelle Ragas. Je ne sais pas si des gens connaissent Ragas dans l'audience aujourd'hui.
si on peut lever la main, ceux qui connaissent. Très peu, waouh. Ragas, c'est un framework génial qui vous permet exactement de faire ce que je viens d'écrire. Il va prendre tous vos documents, et à partir de vos documents, il va regarder, tiens, quel est le contenu d'entreprise que vous avez, et il va automatiquement générer des questions de premier ordre, des questions de deuxième ordre et des questions de reasoning. Ça vous permet, à partir de tous vos documents, générer ce test set automatiquement que vous pouvez ensuite utiliser en side-by-side comparison pour évaluer vos versions. Pour Strawberry, au tout début, on l'avait lancé, on avait généré 20 000 questions de manière automatique, et nul besoin de vous dire que générer 20 000 questions automatiques, c'est un petit peu plus précis que nos expériences manuelles. Tout petit peu plus. Voilà. Pour aller un petit peu plus rapidement sur mes topics qui restent, comme ça je vais laisser du temps pour les questions. Topic Analysis, je vous l'ai dit, très important. Ça vous permet de savoir justement quelles sont les sources qui sont les plus utilisées, quelles sont les moins utilisées, quel contenu se trouve dans quelle source et quelle hallucination potentiellement est liée à quelle source. Ça vous permet d'avoir beaucoup d'intelligence, mais encore une fois, je vous conseille de reposer ce sujet pour plus tard et d'y réfléchir de manière un peu plus mûre. Évidemment, c'est très important pour vous d'avoir du monitoring et un control center. Là où je suis un peu plus mitigé, c'est qu'il y a de plus en plus de cloud providers qui vont s'amuser à vous donner un dashboard de monitoring pour vos applications de Generative AI. Je pense de manière très opinionnée que c'est une mauvaise idée. La raison étant qu'ils vont généralement vous donner des métriques qui ne vous servent à rien. Le problème de ces métriques, c'est que ça n'est pas activable, c'est pas quelque chose qui est relié à votre use case précis, et donc vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose. Par exemple, le nombre de requêtes que j'ai par seconde, c'est chouette, mais ça ne me sert à rien. Donc le choix qu'on a fait avec Strawberry, j'ai mis que les métriques que j'avais le droit de vous montrer. La première page de mon dashboard, c'est littéralement le ROI que j'ai sur Scout, ce qui me permet de savoir exactement combien de questions est-ce que j'ai permis de résoudre, combien de questions j'ai pu éviter d'avoir sur Fresh Service, combien de questions de finance j'ai pu résoudre et combien de deals ont été close grâce à Scout. C'est mes 4 métriques principales aujourd'hui. On en a d'autres et je ferai le lien quand je passerai sur ce slide, mais grosso modo, je vous conseille, faites votre propre monitoring, faites vos propres dashboards. Les dashboards qu'on vous donne out of the box vous servent généralement à rien. Et ça va faire plaisir à votre N+3, mais ça ne va pas vous permettre d'augmenter votre application ou d'aller au next step de votre application. Des exemples de métriques, je vous en ai donné quelques-unes autres, mais voici, si jamais ça vous intéresse. Une autre partie qui est assez intéressante, beaucoup de personnes ont du mal à faire du tracing, donc savoir exactement ce qui prend du temps dans leur application Generative AI, surtout quand on est dans un workflow orchestrateur. C'est difficile d'identifier, est-ce que c'est l'intégration qui a pris du temps, est-ce que c'est mon large language model qui a pris du temps, est-ce que c'est la knowledge base qui a pris du temps. Pour Strawberry, on utilise Google Cloud Trace, qui est directement intégré avec LangChain. Vous avez l'équivalent dans n'importe quel cloud provider. Ça vous permet d'avoir un trace pour chaque exécution, chaque trace, de savoir, tiens, quelle est la step qui a pris du temps. Est-ce que c'est le large language model? Est-ce que c'est le API call? Quel était le workflow qui a été adopté, etc. Là, je l'ai fait en individuel pour une seule conversation. Vous pouvez vous douter que je sais faire des métriques agrégées qui me permettent de savoir, tiens, c'est ce mini-agent qui est le plus lent. Peut-être que j'ai intérêt à passer du temps à optimiser ce mini-agent et justement diminuer la latence de mes utilisateurs finaux. Guardrails, je ne vais pas passer énormément de temps, je vous ai donné un exemple pour le RAG. Ce qui est assez important, si jamais vous êtes intéressé pour tout ce qui est guardrail, aujourd'hui il y a un nouveau standard qui commence à prendre forme. C'est le OWASP Top 10 des LLM. Donc si vous ne connaissez pas OWASP, c'est un standard de sécurité pour les systèmes informatiques. Vous avez la même chose pour les large language models. C'est important de regarder à tous ces vecteurs d'attaque. Ce sont 10 exemples de vecteurs d'attaque. Prenez-les avec sérieux. Ça arrive plus vite que ce qu'on pense, surtout quand on a des employés qui s'amusent justement à envoyer des petits messages pour essayer de casser l'application. Ça arrive plus vite que ce qu'on pense, malheureusement. Niveau authentication, et je sais que je vais très vite sur mes slides, c'est un peu intentionnel, comme ça je vous laisse du temps pour la question. Authentication, l'avantage de Strawberry, c'est qu'ils utilisent l'authentication fédérée de Google, ce qui veut dire qu'ils utilisent Google dans tous les systèmes d'intégration.
ce qui nous permet en fait au travers de toutes nos intégrations, on va juste propager les credentials Google à Scout, ce qui permet à Scout d'utiliser dans chaque mini-agent les credentials Google qui ont été propagés. Et du coup, chaque système d'intégration va avoir accès seulement aux informations que l'utilisateur a accès et pas à plus. Compliance, je vais pas aller plus loin. On a Gemini qui tourne en Europe, assez important pour Strawberry. On gère tout ce qui est GDPR avec leur DPO. Voilà. Dernière chose que je vous ai cachée depuis tout ce début, et j'utilise ce slide avec beaucoup d'honneur, mais en fait tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je vous l'ai présenté comme étant Scout, comme un agent interne qui permet aux employés d'être plus productifs. La réalité c'est qu'on utilise aussi Scout comme un agent externe, et du coup aujourd'hui en fait Scout est aussi utilisé dans une dizaine d'hôtels de Strawberry. Et je vous le donne de but en blanc, mais on utilise exactement le même back-end. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez construire votre plateforme Generative AI, utiliser exactement les mêmes workflows, et grâce à la modularité dont je vous parlais sur mon slide 3, littéralement, de activer, désactiver ces mini-agents, vous pouvez permettre justement cette flexibilité d'avoir un Scout interne et un Scout externe qui utilisent la même plateforme Gen AI. Et du coup, vous gagnez énormément de temps. Aujourd'hui, on déploie un nouveau Scout externe en 1 ou 2 heures, ce qui est assez rapide. J'ai une démo mignonne, mais je vais vous éviter ma démo mignonne pour gagner du temps et garder du temps pour les questions et réponses. Dernière chose que je voulais aborder, je vous ai parlé de RAG. Aujourd'hui, il y a autre chose qui devient assez populaire, c'est GraphRag. Au lieu d'avoir votre information dans une base de données vectorielle, on va tout stocker dans des nodes et une base de données en graphe. Ça permet notamment de répondre à des questions plus complexes qui nécessitent de traverser de l'information ou faire du raisonnement entre différentes pièces d'information. On l'a déployé en prod il y a littéralement 2 semaines et on est plus accurate d'après les évaluations side-by-side et 2 fois moins cher, ce qui du coup est prometteur. C'est la fin pour moi et je vais prendre 3 minutes de questions. On a le temps pour des questions, donc n'hésitez pas. Soyez pas timide. Ah. Bonjour, merci pour la présentation. En tout cas, c'était très instructif pour moi. J'ai une question pas technique. Vous avez parlé des ROI. Ouais. Et je voulais savoir, ça veut dire que du coup, vous avez construit, en fait, vous avez valorisé un peu toute la chaîne de métiers, de création, tout le coût par rapport au coût que vous avez derrière, d'un point de vue dev, techno et tout ça. Exact. D'accord. Donc j'ai répondu à ma question. Malheureusement, j'ai pas le droit d'aller dans les chiffres, ils sont pas encore publics. Je comprends. Pour détailler un petit peu, on a plusieurs profils qui utilisent Scout en interne. Aujourd'hui, on regarde le ROI surtout en interne, pas en externe. Le ROI va être majoritairement distribué entre le support, les gens finance et les questions des utilisateurs au desk des hôtels. Désolé, j'ai pas les mots en français. C'est les 3 profils qui vont nous intéresser. On a des métriques pour chacun des profils et on fait justement la comparaison du temps qu'on leur permet de sauver ou de l'argent qu'on leur permet de générer grâce à Scout, comparé à notre dev et au coût d'infrastructure. Aujourd'hui, les coûts d'infrastructure sont négligeables. On est à 1000 € par mois, quelque chose comme ça. Et c'est plutôt le dev qui coûte, mais on est en positif aujourd'hui. D'accord. Merci. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup pour la presse. Si tu combines le build et le run, tu as combien en équivalent en ETP à peu près pour l'équipe qui gère ça? En comptant les devs et toi? Je suis désolé, je viens de Belgique et on n'a pas les mêmes acronymes, je pense. En équivalent temps plein, pardon. Équivalent temps plein, on a 4 temps plein et moi en 0.2 temps plein, donc 4.2. Ok, depuis combien de temps à peu près? Ça fait depuis décembre 2024, donc on est sur 1 an, 6 mois, si je dis pas de bêtises. Ok, ouais, une belle équipe. Donc. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Ouais.
Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question par rapport aux langues supportées par l'agent. Est-ce qu'il fait uniquement de l'anglais? Est-ce que vous faites du multilingue? Comment ça? On fait du multilingue, donc Strawberry, grande chaîne d'hôtels scandinaves. Les pays qu'on doit officiellement supporter, il y a suédois, norvégien, danois, l'anglais aussi forcément. Et dans les non officiels qu'on doit quand même supporter, il y a le français, l'espagnol et l'allemand. Donc on est sur cette langue. Au niveau du RAG, les documents que vous lui donnez à manger, c'est... Toutes les langues confondues. Ok. Ce qui Bien. rajoute au challenge de... Vous n'avez pas d'agent de créer notre traduction RAG. finalement? On n'a pas d'agent de traduction, on est dans le natif multilangue, ce qui le rend un peu complexe à tuner au niveau des paramètres du RAG. Ok, merci. Merci Cyril. Avec plaisir.